Merci beaucoup, André, d'avoir rendu tellement lisible tout d'un coup ces évolutions de la Russie sur les 25 dernières années et ce basculement à l'Est. Merci, mais aussi vous avez suscité un remords, le remords de cette maison commune que vous avez évoqué au départ, qui était le projet de François Mitterrand et de Gorbatchev, ce projet commun aux Européens, cet espoir qui finalement n'a pas été concrétisé, même si on peut toujours espérer sur l'avenir. Ce projet quelque part perdu et qui fait qu'aujourd'hui les ferments de la division, je dirais, travaillent l'Est et l'Ouest à l'intérieur de l'Union européenne. Les ferments de la division sont là, y compris le doute sur le projet. Et de l'autre côté, plus que les ferments, la violence de la guerre. Isabelle, votre réaction, votre commentaire, vos demandes d'intervention de manière préliminaire, et puis ensuite je vous laisserai débattre avec André. Très bien, en tout cas merci beaucoup pour l'observateur extérieur que je suis. Cet exposé a été vraiment intéressant. Et donc je me posais un certain nombre de questions. Alors effectivement, on est maintenant à la fin d'une époque dans les relations avec l'Occident. Et vous avez parlé beaucoup de séparation, de rupture. Alors avec les États-Unis, je ne sais pas, effectivement, on a l'impression que ce terme est particulièrement pertinent. Et les relations russo-américaines, malgré effectivement l'ouverture de 2001, faite par Vladimir Poutine, ces relations, elles n'ont jamais trouvé véritablement un nouveau code. Avec les Européens, bien sûr qu'on est en période de forte crispation, en pleine redéfinition, et la relation sera probablement jamais plus la même, mais il me semble qu'il y a peut-être quand même quelques garde-fous. Des garde-fous du côté russe que vous avez évoqué vous-même, il me semble, compte tenu de la configuration de la Russie elle-même, donc le fait que ces centres de population, d'activité économique soient concentrés dans l'Ouest, la part de l'Europe dans les relations économiques extérieures, qui, à mon avis, ne va pas basculer complètement vers l'Asie dans les prochains temps. Ce que vous avez redit, en fait, la place de l'Europe aussi dans la culture politique et stratégique, dans l'intérêt de la société russe, et aussi côté européen, et malgré le fait qu'on puisse regretter, en tout cas moi je le regrette, que les Européens n'aient pas pris une position plus claire sur l'affaire du conflit en Ukraine. On a vu la visite éclair de M. Hollande à Vnukovo il y a peu de temps. On voit que Mme Merkel, en dépit de la position extrêmement critique qu'elle a prise sur la Russie, répète aussi à l'envi qu'il n'y a pas de sécurité européenne si la Russie n'est pas solidement amarrée. On a également le papier récent qui a été sorti par le service de Mme Mogherini, qui quand même parle tout le temps de revenir au dialogue avec la Russie, etc. Et donc ça m'intéresserait de voir comment vous voyez ces possibilités de redéfinition d'un dialogue avec la Russie. Et en vous écoutant, je me demandais aussi si finalement un certain décentrage de la politique étrangère russe par rapport à l'Occident et l'affirmation du volet oriental de sa politique extérieure, si ça pourrait pas à terme favoriser une stratégie russe un petit peu plus équilibrée, et plus équilibrée dans le sens de libérer d'une forme d'inconfort, d'être inexistante, plus ou moins, dans une zone qui effectivement devient un peu le centre de gravité des équilibres économiques et politiques internationaux. Donc l'Asie, c'est vrai qu'en Asie, souvent, on dit, bon, la Russie, certes, mais en dehors de son énergie, qu'a-t-elle à nous offrir sur le plan politique, sur le plan stratégique, sur le plan économique? Et une stratégie plus équilibrée aussi dans le sens où on aurait une relation qui pourrait devenir moins passionnelle avec le monde occidental, qui serait moins le référent qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Mais c'est vrai aussi qu'avec la crise ukrainienne et ses effets, on peut s'interroger sur la possibilité d'aller vers ce cercle, disons, vertueux, puisque d'un côté, elle accélère indéniablement, comme vous l'avez montré, le rebalancement de la Russie vers l'Asie, puisque la Russie cherche des options politiques, économiques, et montrer qu'elle n'est pas isolée face aux sanctions. Mais dans les circonstances présentes, ce rebalancement vers l'Asie va surtout vers la Chine, comme vous l'avez bien montré. Or, justement, le pivot asiatique de la Russie, il me semble qu'un des objectifs, c'était justement une diversification des relations en Asie,
pour être moins prisonnier des rapports avec Pékin. Donc l'inconfort stratégique de la Russie en Asie pourrait malheureusement, à la faveur de la crise ukrainienne, prendre une autre forme, mais en tout cas persister. Et en tout cas, la crise ukrainienne ne va pas forcément dans le sens de dépassionner les relations avec l'Occident. Le deuxième volet de ma réaction, enfin de ce que m'a inspiré votre intervention, c'est sur l'avenir de l'Union eurasiatique. Alors déjà, j'aimerais bien avoir votre avis sur comment elle peut vraiment évoluer, puisque vous aviez l'air de dire, et je pense que c'est quand même un fait, que sans l'Ukraine, cette Union économique eurasiatique, elle va peut-être avoir plus de mal à prendre son essor. En plus, il y a la crise de l'économie russe qui fait que la Russie va peut-être avoir plus de difficultés à être une locomotive. Donc il y a une force d'entraînement qui pourrait être beaucoup moins forte de ce point de vue-là, avec la crise économique en Russie qui semble être difficile à éviter. Mais je voudrais revenir aussi à ce projet par rapport à l'idée qu'elle est un symptôme d'un éloignement de la Russie vis-à-vis de l'Europe, ce qui est, à mon sens, est tout à fait vrai, mais c'est intéressant aussi, il me semble, et vous me direz ce que vous en pensez, de rappeler que l'Union eurasiatique, elle se voulait aussi une réponse au sentiment de marginalisation de la Russie dans l'espace européen suite au double élargissement de l'OTAN, élargissement de l'Union européenne, dont vous avez parlé, et qui est à l'origine partiellement de la crise actuelle. Et il me semble que ce projet d'union eurasiatique, au moins initialement, mettait une nouvelle fois la volonté de la Russie de ne pas renoncer à l'intégration avec l'espace européen, mais cette fois sous d'autres formes et sous d'autres conditions. Et en tout cas que ce projet n'était pas dissocié de la relation avec l'Union européenne, puisque, il s'agissait de bâtir ce projet de grande Europe qui est né progressivement en Russie, justement face à l'élargissement simultané de l'UE et de l'OTAN. Alors, Europe bipolaire avec une UE élargie d'un côté et l'Union économique eurasiatique de l'autre. Et puis, le deuxième point, cette Union économique eurasiatique, elle a pris un petit peu pour modèle la structuration de l'Union européenne. Ça me paraît assez intéressant. Une partie aussi de ses objectifs fondamentaux. Donc, il me semble que l'Europe sert plus beaucoup de modèles dans beaucoup de régions actuellement, donc rien que pour ça, c'est intéressant de regarder. Alors, il ne faut pas être naïf, ça me paraît évident qu'il y a dans ce projet cette idée de la Russie qu'il y a une concurrence à livrer à l'Union européenne dans le voisinage commun au niveau des normes, des standards, des valeurs, et aussi que les conditions de ce nouveau projet de raccrochage de la Russie et de son ensemble à l'Europe, les conditions sont moins acceptables par l'Occident parce que la Russie est moins docile, que ce projet traduit sa volonté de défendre ses intérêts. Mais même s'il ne faut pas être naïf, il me semble que là où peut-être l'Europe a commis une erreur, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'elle a tout simplement refusé de regarder le potentiel de cette organisation et le potentiel de coopération proposé par cette organisation entre l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique. Et je trouve que ça aurait été utile de regarder ça, cette union, ce qu'elle propose, ne serait-ce que pour essayer de renouveler les modes de réflexion sur tous ces enjeux du voisinage commun sur lesquels je trouve qu'on a eu de plus en plus une sorte de pensée automatique plutôt négative. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça aurait pu être intéressant. Et d'ailleurs, je suis frappée de voir qu'aujourd'hui, dans le débat d'experts sur le sujet, vous avez des politologues qu'on ne peut pas du tout soupçonner d'être pro-russes, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de pro-russes et d'anti-russes, et bien que certains politologues aujourd'hui recommandent, pour essayer de lancer une nouvelle négociation pour un nouvel ordre européen, de prendre cette base, c'est-à-dire de discuter entre Union européenne et Union économique eurasiatique. Donc, compte tenu de ce que peut être cette union et compte tenu de l'état des lieux de la relation, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Peut-être que j'ai d'autres questions, mais peut-être que je peux déjà vous laisser. On peut commencer. Mais merci pour ce commentaire. André, vous avez la parole pour répondre, mais peut-être effectivement de rebondir, après avoir répondu comme vous voulez à cette intervention, peut-être à cette question, effectivement, oui, de la reconstitution possible d'un ordre de stabilité, en tout cas sur le continent européen. Mais je vous laisse répondre à beaucoup d'autres choses qui ont été dites avant. Oui, je dirais que ma remarque générale
qui concernerait peut-être plusieurs de vos observations, c'est que malheureusement, à mon avis aussi du point de vue russe qu'européen, voilà, toute cette perspective rationnelle, d'ailleurs mutuellement avantageuse, de la reconstruction de relations entre la Russie, de son entourage, des républiques autour de la Russie et l'Union européenne, n'a pas résisté à une sorte de catastrophe ukrainienne, parce que ça a été submergé par le court terme, par les réactions violentes, par le tir des obus des médias, mais aussi par l'explosion, à mon avis, frappante et incompréhensible des préjugés, des clichés, des stéréotypes qui remontent sur la surface comme si l'Union soviétique n'a pas disparu, comme si la Russie représentait toujours la menace existentielle, à la fois militaire qu'idéologique pour le monde occidental, alors que dans la tête des Russes, ils représentent un pays qui a trouvé, et une société qui a trouvé une voie indépendante et intérieure pour se libérer de son système totalitaire, qui n'a pas attendu quand même, comme les sociétés allemandes et japonaises, à ce que la force extérieure vienne détruire le régime totalitaire, fasciste, nazi ou militaire dans leur pays. Donc, à l'intérieur de la Russie, ce processus, évidemment associé aux années Gorbatchev, représentait une sorte de leur libération. La chute du mur de Berlin, pour les Russes, était aussi la disparition de l'obstacle qui devait les relier au monde extérieur et à l'Europe. Or, ils constatent non seulement qu'ils n'ont pas été récompensés, admis, mais ils restent un objet d'une politique, après tout, nouvelle version de la politique de l'endiguement. Alors qu'il n'y a pas de justification ni idéologique ni militaire pour considérer la Russie en tant que... Sauf si on y verrait, comme semble être évidemment la vision des pays comme la Pologne ou les pays baltes, mais là on peut toujours trouver des explications, si pas des justifications historiques et culturelles, comme une force noire dangereuse par définition et condamnée à être une sorte de nuage menaçant sur l'ensemble du continent. Voilà donc le fait que la crise ukrainienne, après tout, c'est le résultat de deux méfiances, de deux mauvaises interprétations. Dans l'Europe, on voit dans la réaction russe à ce qui se passe maintenant en Ukraine et hier en Géorgie comme une tentative du nouveau pouvoir impérial russe de reconstruire l'ancien empire ou l'ancienne Union soviétique. D'ailleurs, Hillary Clinton, devait le savoir, beaucoup de temps avant, l'Ukraine a réagi d'une façon extrêmement agressive au projet, à l'époque, à mon avis, très innocent de Poutine, de l'Union eurasienne, parce qu'il y voyait
le réflexe de post-soviétisme, elle n'a pas hésité à dire que c'est une démarche qui doit être empêchée par tous les moyens. Voilà donc la manifestation d'une méfiance. Par contre, de l'autre côté russe, eh bien, c'est la sous-estimation, c'est peut-être l'incapacité de prendre les ex-républiques soviétiques, en commençant par l'Ukraine, pour des, je dirais, valeurs individuelles et pour les sociétés indépendantes qui, surtout avec les 25 ans passés, se sont transformées en des nouvelles sociétés qui ne sont plus tout simplement les territoires périphériques de la Russie et qui, par conséquent, méritent d'être accordés un degré de l'indépendance et surtout la liberté de choix. Ceci a transformé l'Ukraine de sa fonction naturelle qui aurait été un pont entre l'Europe et la Russie en un pont de litige et un terrain de confrontation. Maintenant, comment en sortir? À mon avis, comme vous l'avez dit, le rôle de l'Europe, après tout, à part les Ukrainiens, pour moi, la première perdante, c'est l'Europe. L'Europe qui se trouve face à une crise des plus graves depuis la fin de la guerre froide, à une nouvelle fracture du continent, peut-être à l'apparition d'un mur, mais d'un mur matériel qui sera érigé entre l'Ukraine et la Russie et qui sera peut-être la nouvelle frontière séparant l'Europe de la Russie, sauf qu'on ne sait pas pour l'instant où passera le tracé de ce mur, sur la frontière de l'État actuel de l'Ukraine ou à l'intérieur de l'Ukraine, la coupant en deux, puisqu'il ne faut non plus éviter ou négliger cette éventualité, parce que, je suis désolé, mais le parallèle avec l'Allemagne qui a été coupée en deux dans les années 50, avec une partie qui est occidentale qui a choisi d'entrer dans l'OTAN et l'autre qui est devenue la République démocratique allemande, eh bien, est dans le mémoire de nous tous, peut-être pas dans celui de nos dirigeants. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le rôle de l'Europe, à mon avis, si l'Europe avait eu le courage et ses représentants, le 21 février, d'imposer l'accord qui était élaboré pendant la nuit entre les représentants de l'Europe, 3 ministres français, allemands et polonais, plus les 2 représentants de l'Ukraine, du pouvoir de l'époque et de l'opposition de Maïdan, plus le représentant du président de la Russie, eh bien, à mon avis, et qui prévoyait, après tout ce qui était, est devenu les propositions de l'Union européenne un an plus tard. Bon, l'échelonnement, des changements, un gouvernement de l'Union nationale, la participation ou la mise en considération, le respect de la diversité réelle de ce pays, parce qu'entre l'ouest de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine, la diversité est réelle, et donc de ce point de vue, revenant à ma formule de plusieurs F, la fédéralisation de l'Ukraine, tout comme sa finlandisation, à mon avis, aurait pu servir pour calmer les jeux, pour lever les préjugés, éliminer les craintes non nécessaires et dont souffre la population. Mais c'est que l'Europe, à mon avis, qui dans cette situation pourrait jouer ce rôle. J'étais assez encouragé par le comportement de la nouvelle responsable pour la politique extérieure de l'Union européenne, Federica Mogherini,
bien, malheureusement, nous sommes dans cet engrenage, qui est caractéristique pratiquement pour n'importe quel pays en guerre civile. Il faut appeler le chat le chat. Mais donc, de ce point de vue, tant que, par exemple, le pouvoir à Kiev va s'obstiner à trouver la solution pour la réunion de cette réalité extrêmement diverse en un seul État par moyen militaire, les Russes vont s'y opposer, évidemment, par des moyens quasi militaires ou à peine cachés. Donc, de ce point de vue, à mon avis, c'est que l'Europe qui pourrait trouver la façon de calmer les jeux. Mais ce n'est pas pour demain. Merci. Alors, Isabelle, je vais vous laisser poser, peut-être, soit comme vous voulez maintenant, soit après qu'on ait passé la parole à la salle. On va peut-être passer la parole à la salle, ça fait un change de rythme, je trouve que c'est une bonne idée. Je vais prendre deux questions, ensuite vous rebondissez, y compris d'ailleurs sur les questions, et on relance avec André. Mais Régis, alors est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a un monsieur au fond de la salle. C'est vraiment des questions, je rappelle les règles habituelles. Je connais certains habitués. Merci. J'ai deux petites questions en une. La première, est-ce que la sortie de l'Europe de l'OTAN, enfin de certains pays européens de l'OTAN, aiderait dans cette nouvelle voie? Et la deuxième, c'est est-ce que la France est un pays à part pour les Russes? Et est-ce que, là vous avez toujours parlé de l'Occident ou de l'Europe, est-ce qu'il faut peut-être distinguer les pays? Merci. Je vois bien la seconde partie de la question. La première, je la vois un peu moins, mais je ne vois pas trop les pays qui seraient aujourd'hui tentés de quitter l'OTAN. Mais en revanche, votre question, ce n'est pas forcément un bloc, l'Occident, quel est le rôle de la France. Une autre question? Oui, mais, amiral. Les étudiants peuvent aussi poser des questions. Merci. Ils sont même fortement incités. Amiral Tifou, maintenant consultant. Ces évolutions, et notamment les phases 3 et 4, ont sans doute été permises par un sentiment de recouvrer de la puissance. Puissance, force morale, le retour de la fierté, puissance militaire avec des investissements très lourds dans l'appareil de défense, puissance économique qui a permis tout ça, et notamment avec les ressources énergétiques. Alors ma question est la suivante. L'effondrement des cours du pétrole et les évolutions brutales des monnaies ne risquent-elles pas d'infléchir ce sentiment de puissance intrinsèque russe? Merci. Merci. Isabelle. Et puis si vous aviez une question, une dernière question. Justement, ça rebondit sur le côté économique des choses. Vous avez beaucoup parlé du fait que Poutine, notamment version 3 et sans doute 4, se voyait piloter une nouvelle Russie. Mais moi, ce qui me frappe, et pour avoir beaucoup travaillé sur les questions d'industrie de défense, industrie spatiale avec d'autres personnes, il me semble qu'on a vraiment une difficulté de la Russie à atteindre ses objectifs en termes de sortir de l'économie de rente, aller vers une économie de l'innovation et de la connaissance. Ce qui m'intéresserait, moi, dans votre évaluation, c'est quels en sont les facteurs internes, puisque la Russie a quand même montré souvent une capacité de rebond sur le plan économique et industriel, mais là, on semble avoir des vrais blocages. Et quelle est la part de cette difficulté à moderniser l'économie dans la mauvaise intégration dans l'espace euro-atlantique? Et enfin, est-ce que cette modernisation est possible avec moins d'Europe et plus d'Asie, comme les Russes le disent beaucoup aujourd'hui? Est-ce que c'est une idée crédible? Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Comme vous, je ne vois pas beaucoup de pays européens qui seraient prêts à quitter l'OTAN. J'en vois certains qui seraient prêts à quitter l'Union européenne, mais paraît-il, ce n'était pas la question. C'est vrai que
il y a une ambiguïté, il y a eu une ambiguïté. On est obligé à chaque occasion d'apporter cet élément d'évolution dans la position russe. Même après l'effondrement du deuxième bloc de Varsovie, le fait que l'OTAN s'est maintenu sans une apparente justification stratégique, après tout a été accepté, a été digéré par la Russie tant que l'OTAN ne s'est pas commencé à manifester un peu ou prétendre à devenir le bras armé enfin de cette nouvelle, de nouveaux maîtres du monde et même de l'ONU, s'offrant en tant que la seule structure militaire efficace voilà, prête à aller dans le monde, d'ailleurs loin au-delà de l'aréal initial prévu par le traité de Washington, de l'Afghanistan jusqu'à la Libye, et évidemment sans oublier Kosovo et la Yougoslavie. À l'époque, cette opération a été bien sûr réalisée sans l'aval de l'ONU. Donc cela a été digéré par la Russie jusqu'au moment où, en effet, l'OTAN n'a pas poussé, certainement par certaines, une fraction au moins de la direction américaine, l'OTAN n'a pas manifesté un appétit pour l'entrée dans l'espace post-soviétique au-delà des pays baltes, la Géorgie, l'Ukraine. Là, avec surtout, je peux m'imaginer, la vision par Poutine de la perspective de la transformation de la Crimée en base navale et de Sébastopol en place de stationnement pour les navires de guerre américains, voilà, c'est un casus belli. Tout à fait comparable avec, à mon avis, la réaction de Kennedy en 1962 à l'installation des missiles soviétiques à Cuba. Bon, la France, mais bien sûr que tous les pays, comme on dit, sont pas seulement égaux mais spéciaux, mais la France est plus spéciale aux yeux des Russes que tous les autres. Et bon, je n'ai pas besoin ici de citer tous les liens qui nous relient historiquement, culturellement et par d'autres raisons. Mais précisément, vous avez bien évoqué le cas. Je crois qu'une médiation dans une situation aussi chaude que l'actuelle, venant de la France, à mon avis, aurait été acceptée avec plus de facilité côté Moscou. Et la preuve est là. Par exemple, les deux derniers épisodes prometteurs de l'arrêt de l'escalade et de la dégradation de la situation autour de l'Ukraine étaient associés avec les sorties ponctuelles qui n'ont pas connu de suite, malheureusement, de la France et du président Hollande. C'est la rencontre en Normandie, avec un format normand qui, eh bien, après tout, reste valable, et son arrêt à Vnukovo de retour d'Almata, puisque c'était à l'occasion de la rencontre avec Hollande que Poutine a prononcé une phrase capitale. La Russie va respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et déjà, à mon avis, la diplomatie, n'importe quelle diplomatie, et surtout française, était dans l'obligation de sauter sur l'occasion pour développer cette percée importante dans le dénouement de la crise. Bon, la Russie, puissance, c'est vrai, puissance toujours militaire, nucléaire, bien sûr, même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on en fait maintenant avec tous ces missiles et les armes.
Puissance économique, bon, bien sûr beaucoup moins, avec la chute du rouble, avec la chute du baril. Il est vrai que les sanctions rajoutent à ces difficultés objectives dont souffre la Russie comme tout pays producteur et exportateur des hydrocarbures. Mais il y a un autre volet qui, à mon avis, est négligé par les initiateurs de la politique des sanctions à l'égard de la Russie. D'ailleurs, c'est assez banal. Je vois peu d'exemples où les sanctions ont produit des résultats. On a dû attendre 50 ans pour que, côté Washington, voilà, on vienne à la conclusion de ce que la meilleure façon pour maintenir le régime Castro à Cuba, c'était le régime des sanctions. Bon, mais la logique est la même. Autant les sanctions économiques rajoutent aux difficultés de la Russie, y compris de la population, et surtout de la classe moyenne, c'est-à-dire potentiellement le parti pro-européen, pro-occidental, la seule qui serait et qui a été, par le passé, le moteur de ce processus de rapprochement à l'Occident. Pourquoi on se préoccupe du parti pro-européen en Ukraine et on néglige complètement, plutôt on aide Poutine, pour le pouvoir en place, d'écraser l'opposition politique, démocratique, pro-occidentale, y compris par les sanctions. Puisqu'après tout, la logique, à mon avis, est évidente. Et d'ailleurs, une logique genre miroir. Poutine, en annexant la Crimée, a perdu l'Ukraine. Bon, psychologiquement, politiquement, le temps de quelques générations. Mais l'Europe, en obtenant l'Ukraine, ou tout ce qui en resterait, va perdre la Russie. C'est une évidence. Aussi, pas seulement dans les relations avec une élite dirigeante ou l'entourage de Poutine ou le président, mais à l'intérieur de la société. Et là, à mon avis, ça risque d'être dramatique et fatal. Parce que les sanctions, autant ils frappent l'économie de la Russie, autant ils renforcent Poutine politiquement. Il faut, à mon avis, tout simplement se souvenir du parcours et de l'expérience historique de la Russie pour se souvenir de la résilience, de l'esprit de la résistance de cette société, de ce pays, après tout, habitué à faire face à des pressions et à des agressions. Et évidemment, tout pouvoir en place ne va qu'en côté.